Bonjour l'équipe, bonjour à tous, bienvenue dans cette quotidienne roue libre. Et oui, Joseph n'est pas là, je suis désolé. Je vais tenter de le remplacer au mieux que je peux. C'est un fabuleux chef d'orchestre. Est-ce que je serai au niveau? Je ne sais pas. Donc voilà, Joseph n'est pas là. Il sera là demain, promis. Mais nous, on va tenter de faire une belle émission quand même. Et à ma droite, toujours comme d'habitude, vous le connaissez, Robin Vatrin, rédacteur en chef de Chronique du Vélo. Tu sais que c'est la première fois, parce que t'es pas à ta place de chroniqueur, que je suis présenté en premier. Ça Ah me fait bon? très plaisir. Oh non, oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va le dire à Non, Joseph, non, là, tu verras. c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Vous le connaissez, un maître du quiz exceptionnel. On ne le présente plus. Et par contre, à ma gauche, vous le connaissez peut-être un peu moins, mais si vous êtes un suiveur de roue libre assidu, vous l'avez peut-être déjà vu dans une émission Laurent Jalabert qu'on a fait en début d'année. C'est Jean-Noël Cossil, journaliste et écrivain. Il a notamment écrit le livre Les grands vainqueurs du Tour. C'est ça, Exactement. je suis un peu stressé. T'es stressé. Je me calme. Je sais plus où j'habite, mais on va tenter d'y aller. Oui, comment tu vas, Jean-Noël? Excuse-moi. Eh ben, très bien, je suis ravi d'être là. Alors ça va être compliqué hein, parce que je te remplace toi qui remplace Joseph, ça fait une belle mise en abîme, mais on va essayer d'être à la hauteur. Ouais, mais tu connais l'équipe, t'es déjà venu et puis on t'adore ici, c'est d'ailleurs pour ça Eh ben, qu'on était ravis que tu reviennes. C'est un plaisir. Bon, alors au programme, messieurs, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer avec le débrief. Ce sera un débrief XXL aujourd'hui parce qu'il s'est passé, mine de rien, énormément de choses dans cette dernière montée, un peu moins sur l'étape, mais une dernière montée fantastique. Ensuite, nous allons sur le débat, un débat sur la Sky Ineos et Geraint Thomas. On va se demander en fait si le Gallois est devenu le leader de l'Ineos après son étape d'hier. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que Bernal a encore une carte à jouer? On verra. Ensuite, une preview rapide sur l'étape d'aujourd'hui, l'étape 7, la plus longue étape du Tour de France. Ça sent quand même l'arrivée au sprint, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. La chatroom, vous en avez l'habitude. La séquence rétro, Robin, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Anquetil et Poulidor au Puy-de-Dôme en 1964, donc un épisode vraiment mythique du Tour de France. Bah ça, peut-être même le plus mythique, on en parlera tout à l'heure. Et puis un petit quiz de fin préparé par mes soins avec l'aide de Louis Moreau qui s'est occupé du qui suit, vous avez l'habitude. Mais sans plus tarder, on commence par le débrief. Par où commencer, messieurs? On va faire simple, on va commencer par la première personne à être arrivée en haut de, en haut de la planche des belles filles. On va faire dans l'ordre, c'est Dylan Teuns. Fantastique victoire de notre ami de la Bahreïn Merida. Il devance Giulio Ciccone de 11 secondes après les 100-200 derniers mètres de feu. Est-ce que c'est l'année de la confirmation pour ce Dylan Teuns? On l'a vu excellent sur le Dauphiné. On sait que l'année dernière, il a fait une bonne Vuelta et aussi un très bon Tour de Lombardie. Est-ce que là, en 2009, il a vraiment franchi un cap, Robin? Je sais pas encore, j'en attends beaucoup depuis un moment. Est-ce que l'étape d'hier montre qu'il a franchi un cap? Je suis pas sûr, c'est pour moi une échappée. Dans la il lignée gagne de son pas. Dauphiné où il gagne aussi une Voilà, étape. c'est vrai qu'il a gagné sur le Dauphiné. Après, il gagne pas non plus en étant là avec les favoris et en alignant tout le monde. Mais c'est sûr que pour lui, c'est la plus belle victoire de sa carrière jusqu'à maintenant. Dans une arrivée vraiment époustouflante. Hein. On a vu les pentes qu'il y avait dans le final. Quand on voyait les mecs à 100 mètres de la ligne, mais ils mettaient encore 30 secondes pour y aller, quoi. Donc c'était vraiment invraisemblable. Je pense qu'on était tous bouche bée devant ce final. De voir Dylan Teuns gagner, c'est parce que j'ai envie de dire les équipes de leaders ont bien voulu qui se jouent la victoire. C'est là où j'allais en venir, Jean-Noël. Est-ce que vous n'étiez pas trop déçu justement d'avoir une échappée qui va au bout sur ce genre d'étape? Ouais, je pense pas que c'était surprenant de voir une échappée aller au bout parce que globalement c'était à peu près couru d'avance que les cadors ils allaient s'expliquer dans les derniers kilomètres, hein, vraiment. Et puis vrai, c'est parti au dernier kilomètre. Donc c'était assez logique. Et là finalement on a des mecs qui sont des baroudeurs qu'on a déjà vu dans le Tour. Ça c'est vachement intéressant. Et Dylan Teuns, ouais, c'est une belle confirmation. Il a fait une belle campagne de classique cette année. Et ce qui est bien, c'est qu'il a appris aussi de ses erreurs. Tu vois, il disait à l'arrivée que l'année dernière la Vuelta où il se fait avoir par Woods, exactement, que ça lui a servi. Et ça, pour le coup, c'est un bon signe pour un coureur, quoi. Quand tu apprends de tes erreurs et que tu es capable derrière, sur le Tour de France, qui est quand même autrement plus important, de faire le job et d'aller gagner, ça peut être un joli déclic pour lui. Mais après, effectivement, ce sera jamais un top leader, évidemment pas. Mais c'est un bon, quoi. C'est un bon gars. Il a 27 ans en plus. Hein, il n'est pas vieux du tout. Il rentre dans ses meilleures années. Et justement, c'était intéressant ce que tu disais. Il a été malin avec Giulio Ciccone. Il a vite ciblé le fait que Ciccone pouvait avoir une chance d'avoir le maillot jaune et que c'était à lui de travailler. Ouais, il a vraiment laissé bosser.
Mais dans la dernière ascension. c'était la difficulté pour Ciccone Il est- qui était entre deux Ça, il eaux. Il savait hésitait, pas, voilà. Ciccone, du coup. S'il roulait, il se donnait une chance d'avoir le maillot jaune, mais il hypothéquait aussi ses chances de victoire d'étape. À un moment dans la côte finale, il a hésité, il voulait arrêter de rouler lui aussi parce qu'il voulait gagner l'étape et il a failli tout perdre. Finalement, il s'en sort très très bien de prendre le maillot jaune parce qu'il est passé vraiment à un rien de n'avoir rien du tout à la fin de la journée. Mais alors, du coup, est-ce qu'il a eu raison, Giulio Ciccone, finalement de rouler pour le maillot jaune, quitte à se tirer une balle dans le pied pour l'étape? T'en penses quoi, toi, de ton point de vue, Jean-Noël? Alors, il y a pour l'étape et puis il y a aussi après pour le meilleur grimpeur maintenant qu'il a le maillot jaune. Mais à la limite, ça c'est le problème de riche, globalement. Hein, s'il peut jouer Il les y a même le maillot blanc, là. Après, c'est toujours la grande question. Est-ce que je choisis l'étape? Est-ce que je choisis le maillot jaune? Un maillot jaune, quand même, c'est dans une carrière. Enfin, on voit comment Alaphilippe s'est dépouillé hier pour essayer de le conserver. On voit que c'est important, quoi. Alaphilippe, il se dépouille pas pour faire 6e d'une étape. On va ça en parler, m'intéresse on va pas. en parler du. Ouais. Mais non, je pense qu'il a eu chaud, Ciccone, mais au final, je pense qu'il est ravi, ouais, carrément. Tu aurais fait la même chose, toi, Robin? Ouais, Si le j'aurais- choix entre l'étape et J'aurais le maillot privilégié jaune. le maillot jaune à la victoire d'étape, ouais, tout pareil. Mais du coup, alors, est-ce qu'il n'aurait pas dû rouler de A à Z dans cette montée, quitte Bah, il à prendre s'est- un peu plus de temps Il s'est sur dit Julien qu'il avait Philippe un peu de marge et qu'il pouvait se permettre d'essayer de jouer un peu avec Dylan Teuns, d'essayer d'économiser un petit peu d'énergie, ce qui lui laissait une petite chance de jouer la victoire d'étape. Après, voilà, le problème, c'est qu'il est tombé sur Dylan Teuns. Les autres membres de l'échappée n'étaient pas aussi forts que Ciccone. S'il n'y avait pas eu Teuns, il aurait pu avoir les deux. Alors, messieurs, j'ai une petite question. Depuis 2007, est-ce que vous êtes capable de me citer des. Le quiz démarre maintenant. Le quiz démarre maintenant. Si vous êtes bon, je donnerai peut-être un demi-point. On verra. Est-ce que depuis 2007, vous êtes capable de me citer les coureurs qui ont récupéré le maillot jaune sur leur premier grand tour, sur leur premier Tour de France? Oh, chaud. Ah, c'est dur, hein. Depuis 2007. Ouais, depuis 2007, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 avec Giulio Ciccone. Ouais, Et 5 je quand même. dirais Fabio Aru. Non. Oh, Est-ce ça que tu as une ça idée, toi, commence bien. Jean-Noël? Pas facile, hein. Ouais, là, Pas facile. c'est là, Centini. Rinaldo Nocentini Ouais, joli. en 2009, bravo. très très joli. Je vous donne les autres. Il y Ouais. avait Linus Gerdman en 2007, Ah, ouais. beau Des maillot. mobiles, oui. Yann Backlands, Fernando Gaviria. Et je Ah, vous oui. connais maintenant aujourd'hui. Voilà, on a Ouais. fait le tour sur la course pour l'étape. On va aller vite s'intéresser aux favoris parce que finalement c'était ça qui nous mettait en haleine, du moins pour ma part. On va commencer avec Julien Lafilippe du coup, parce que Ciccone, on en a parlé, récupère le maillot jaune pour 6 secondes, il me semble. On va voir Ouais, le c'est ça. classement général s'afficher. Il y a beaucoup de choses à dire sur Julien Lafilippe, mais ma première question, c'est pour toi, Robin. Est-ce qu'il doit être content ou pas de son étape, sachant qu'il fait une belle étape de montagne, mais d'un côté, il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment stratégiquement, Ah oui. pour la Quick Step. Non, il doit être super heureux de son étape à titre personnel. Il y a évidemment une énorme frustration à la fin de lâcher le maillot pour 6 secondes. Bon, j'avais pronostiqué qu'il perdrait son maillot jaune. Je pensais pas qu'il le perdrait comme ça. Eh oui, Je pensais que je me ça souviens se de tes jouerait paroles. avec les. Je pensais que ça se jouerait avec les favoris. Et je pense que il y a une énorme frustration de voir qu'il était au niveau des grimpeurs et des leaders sur cette ascension finale et qu'il perd malgré tout. Après, est-ce que c'est de sa faute? Je crois pas. L'équipe Quickstep a roulé pendant 90 bornes. Tom Stills, le directeur sportif de Deceuninck Quickstep, en parlait à l'arrivée. Ils pouvaient pas faire beaucoup plus Quickstep. Et ce qu'ils peuvent regretter, c'est que les équipes de leaders, les Jumbo-Visma, les Ineos, les FDJ, se soient mis à rouler tard. N'aient pas été intéressés. On avait l'impression qu'ils se moquaient de la victoire d'étape parce que finalement, c'est aussi à ces équipes-là de faire le job pour revenir sur l'échappée, ce qu'aurait arrangé Julien Lafilippe. Ouais, mais au final, moi, quand je vois ce format d'étape, on va dire cette physionomie d'étape, 8 minutes 30, Jean-Noël, c'est quand même beaucoup dans une étape comme ça. Pour un. Comment dire? Il y a quand même cette volonté. Si tu veux pas garder le maillot jaune, je peux l'entendre, mais il y a quand même cette volonté de vouloir garder le maillot jaune chez Quickstep. Comment laisser 8 minutes 30 aussitôt dans l'étape? Puisque finalement, ces 8 minutes, ils les ont eu vraiment tôt après le départ de Ouais, mais alors l'échappée. Quickstep, du coup, ils ont Enric Mas aussi, qui est toujours censé, il a été un peu décevant hier, mais qui est censé jouer le général. Est-ce que tu fais rouler tes mecs qui sont quand même en plus pas forcément calibrés pour Et qui ont bossé la ces montagne derniers jours. et qui ont beaucoup bossé ces derniers jours Ils doivent bosser dans les jours suivants. et qui notamment vont, aujourd'hui. ouais, en gros, ça sent un peu le truc où on va laisser Alaphilippe essayer de se démerder un peu tout seul quand même. D'abord parce qu'on peut pas forcément rouler beaucoup et parce qu'il y a Mas aussi à préserver. Ils ont un peu joué les deux cartes. Et ils ont fait Et, malgré tout le taf à un moment. et ouais, Tom quand Stills même, ouais. disait 90 bornes, on a roulé tout seul, il Ouais. n'y a personne qui est Ouais. venu donner un coup de main. Et puis ça se joue, au final, après, ça se joue à 6 secondes Ça se joue aussi. à rien, Si ouais. les, Oui, si ça les se secondes joue à basculent rien, dans le bien bon sûr. sens, on dit que finalement, c'était un bon coup de la Quick Step. Pour revenir sur Julien Lafilippe, est-ce que vous le voyez, est-ce que vous l'imaginiez
aussi fort aujourd'hui, aussi fort sur une étape de montagne avec plusieurs enchaînements de cols. Franchement, pas. Non. Moi, je ne voyais pas une seule seconde garder son maillot jaune et je ne le voyais pas être sur la ligne d'arrivée avec Thomas et Pinot, quoi. Enfin, c'est incroyable quand tu le vois attaquer. Alors après, c'est une montée sèche, c'est un truc quand même qui est Il effectivement n'y a pas eu de calibré pour grosse lui. bagarre dans les Exactement, exactement. Mais franchement, ouais, je le voyais pas tenir. Après, il gagnera pas le Tour, il fera pas un top 10, tout va bien, il n'est pas là pour ça, hein, mais c'est super impressionnant quand même. Puis ça fait plaisir à voir, quoi. Le mec, il donne tout, quoi. Quand il est bien. sorti, moi j'ai cru qu'il pouvait sauver son maillot. Ouais. Et quand il est parti dans le dernier kilomètre, je me suis Alexandre dit. Pasteur aussi. Hein. Ouais. Son maillot. Et finalement, bah, c'était tellement dur, les 150, 200 derniers mètres étaient tellement durs que les mecs étaient à l'arrêt, quoi. C'est ça. Mais vraiment, je pense qu'il y a une frustration énorme parce que partir plus tôt, c'était difficilement possible. On le voit d'ailleurs, il est parti en premier et dans les 50 derniers mètres, il a tellement de mal qu'il se fait doubler par Thomas et Pinot. Mais voilà, le regret, il est sur avant, quoi, sur plus tôt dans l'étape. On a parlé de Julien Alaphilippe. On va s'intéresser aux autres Français du général et une fortune diverse, hein, il faut le dire, entre Thibaut Pinot et Romain Bardet. Un qui pleure, un qui rit. Un qui rit, un qui pleure, exactement. Jean qui rit, Jean qui pleure. Je pensais, je me disais, mais où est-ce que j'ai déjà entendu ça? Oui, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure, un célèbre livre pour enfants. Bref, Romain Bardet. Étape catastrophique, dernière montée catastrophique sur un profil qui devait lui convenir. Messieurs, j'ai besoin, en fait, j'ai pas forcément de questions, j'ai besoin juste de votre ressenti, Robin, sur ce. Les inquiétudes étaient fondées. Hein. Jean-Noël adore Romain Bardet. Hein. Ah ouais, Je crois que ça lui tient à cœur, on va en parler juste après. Mais moi, j'y croyais. Rappelle-toi, Paul, on avait débattu Bardet ou Pinot qui fera le meilleur tour. On avait débattu après le chrono par équipe mauvais d'AG2R La Mondiale. Est-ce que c'est déjà mort? J'avais dit non parce que c'était prévu ce chrono par équipe raté. En revanche, hier, c'était pas du tout prévu que Romain Bardet perde une minute sur Bernal, quasiment 1 minute 10 sur Thomas. Ça, non, c'était pas dans les plans d'AG2R La Mondiale. On l'a vu lâcher avant même les murs, le dernier kilomètre finalement. Dès qu'on est arrivé sur les routes non bitumées, Romain Bardet était décroché. Et là, c'est le Tour de France qui s'envole, on peut le dire clairement. On ne reprend pas 2 minutes à des Ineos. Le seul qui peut faire ça, c'est Froome, parce qu'il est chez Ineos. Il l'a fait sur le Giro l'année dernière. Mais aujourd'hui, dans l'autre sens, je ne l'imagine pas. Un Bardet, pour enfant, on ne peut pas le faire, justement. À qui ou à quoi la faute d'un Romain Bardet comme ça? Alexis Villarmoz a encore mis en lumière des problèmes mécaniques sur son vélo. Alors, on va prendre la déclat juste avant. Je n'étais pas au niveau aujourd'hui et j'en ai fait le dur et l'amer constat. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est compliqué. Je reste très, très motivé pour ce tour. Il y a encore plein de choses à faire, mais je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Toi, comment tu l'expliques, Jean-Noël? Est-ce que c'est plutôt problème mécanique? Villarmoz a annoncé ça. Plutôt, comme le dit Vincent Lavenu aussi, il y a une déclat où il dit qu'il n'avait finalement pas de jambes. Et Romain Bardet ne l'explique pas. Comment toi tu le vois? C'est intéressant cette histoire du problème mécanique parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a entendu partout. Et ce qu'on lisait, c'est qu'à un moment, on dit à l'oreillette, tu veux changer de vélo et il n'y a pas de réponse, quoi. Donc ça veut dire que le mec, il est dans le mal, hein, quand même, qu'il y a un problème mécanique ou pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas changer de vélo. Ouais. Et qu'il est dans l'effort aussi. Ouais. Et puis, ce que disait Robin, c'est que de toute façon, tu le vois dans le dur bien avant. Il est en fin de groupe. Tu sens, c'est vrai, il est vraiment pas dedans. Et moi, j'avais bon espoir en me disant qu'il avait retardé son pic de forme, parce qu'il a fait une saison quand même moyenne, hein, quand même, il faut quand même l'avouer, pour ne pas dire mauvaise, hein, globalement, pour l'instant, pour être prêt pour le tour. Et globalement, est-ce que le problème, il n'est pas plus embêtant que ça? Après, ça arrive, mais ouais, là, c'est compliqué, hein, quand les jambes, elles sont pas là, la première étape de montagne. Première étape de montagne, voilà, c'est... Globalement, derrière... Dès le début, tu sais que là, ton tour est cuit pour le général, quoi. Ouais. Donc, faut réussir aussi mentalement à basculer et à passer dans autre chose, parce que si c'est pour essayer de s'accrocher et faire 15e à chaque étape de montagne, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est chaud, ouais. Bon. Trêve de tristesse et de mine déconfite. On va parler de quelque chose sur le positif, c'est ça? Voilà, de venir sur le positif et de quelque chose qui nous fait très plaisir, à moi tout particulièrement. C'est la moi très aussi, bonne... hein, t'inquiète pas. Hein. Et moi aussi. La très bonne étape de Thibaut Pinot et globalement la très bonne étape de cette Groupama FDJ qui a pris ses responsabilités, notamment avec David Gaudu dans les derniers kilomètres de la planche des Belleville. Pareil que pour Romain Bardet. Quel est votre premier ressenti sur cette planche des Belleville de Thibaut Pinot et plus globalement de la Groupama FDJ? C'est le très bon coup de la journée. Alors, je ne sais pas si on peut revoir le classement général qu'on nous a mis tout à l'heure. Il y a 2 lectures possibles. On peut se dire, parmi les favoris, les 2 premiers sont les Ineos, Thomas et Bernal. Mais le 3e favori du classement général, c'est Thibaut Pinot. On a le classement des favoris normalement, Tom, si tu peux nous le trouver. Et donc le 3e, c'est Pinot. Et surtout, il est à 5 et 9 secondes des deux coureurs d'Ineos. Donc je pense qu'au bout de quasiment une semaine de Tour de France, voilà, on le voit là, à 9 et à 4, 5 secondes de Bernal, c'est ça.
Je pense qu'après quasiment une semaine de course sur le Tour de France, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un coureur français à cet endroit-là du classement général. En plus, on a eu déjà un chrono par équipe où la Groupama FDJ a été, de mon point de vue, époustouflante. Je ne m'attendais pas à une prestation comme celle-ci. Et hier, Thibaut Pinot, c'est pareil. On l'attendait un peu plus, mais il a plus que répondu aux attentes. Et en plus, il assume, quoi. Il fait rouler ses mecs, il y va, il attaque. Première étape de montagne, tu te dis, globalement, c'est pas à moi de faire la course, forcément, j'attends, et si je suis content, c'est pas facile à dire. Là, il assume, quoi. C'est un nouveau Pinot, enfin un nouveau, ça fait quelques années qu'on le voit, mais sur le Tour, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. Et ouais, ça fait plaisir. Ouais, non, carrément, là, ça fait plaisir. Clairement, Thibaut Pinot avait de très très bonnes jambes. On va prendre sa déclaration. Je suis satisfait de ma journée. L'équipe a fait un gros boulot. J'ai fait ma course. Je suis avec les meilleurs. Il n'y a pas de victoire d'étape, mais je suis content. Il ne fallait pas se tromper d'objectif, ne pas s'enflammer parce que c'était la planche. Et bah, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on voit ses jambes et quand on le voit à la pédale, peut-être être le meilleur avec Geraint Thomas, est-ce qu'on n'a pas ce regret de ne pas l'avoir vu jouer l'étape? Non, moi, c'est encore une fois pas à lui de mettre ses mecs à rouler pour aller chercher Ciccone et Teuns. Pour moi, j'attendais les Astana, les Ineos, les Jumbo-Visma éventuellement. C'est difficile de demander à Thibaut Pinot alors qu'il a fait rouler déjà David Gaudu dans la dernière ascension. Voilà, il a utilisé ses hommes comme il pouvait. Est-ce qu'il pouvait faire plus? Je pense pas. C'est pas encore à lui d'assumer la poursuite des échappés. Peut-être que dans une semaine, dans 2 semaines, s'il est toujours 2e, 3e du général, ce sera l'heure de prendre des responsabilités de ce genre-là. Aujourd'hui, pas encore. Ouais, oui, je suis d'accord avec Robin. En plus, c'est une expérience, hein, une équipe qui roule pour mener son leader. Ça s'apprend pas comme ça, quoi. Ineos, ça fait depuis toujours qu'ils font ça, donc ils sont rodés. Chez Groupama, il faut pas griller tout le monde, quoi. C'est long, quoi. Là, déjà, il a fait le boulot, c'est bien. Je suis complètement d'accord avec vous, messieurs. Je trouve que tactiquement, de la part de la Groupama, et Philippe Maudu l'a très bien dit en fin d'étape, c'est qu'il ne fallait pas. Soit on joue un espèce de Tour de France où on veut plaire au public, on veut plaire aux spectateurs, mais au final, on se grille peut-être pour le général. Soit on court intelligemment, comme le fait Ineos très pragmatiquement depuis quelques années. Et hier, chez la Groupama FDJ, j'ai trouvé un côté très pragmatique, très intéressant. On a parlé de Thibaut Pinot, mais il y a un homme fort dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. L'homme fort peut-être le plus fort de cette étape hier, c'est Geraint Thomas. Et on va parler tout de suite dans le débat de cette équipe Ineos et du leadership au sein de l'équipe. C'est parti, dans le débat. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'avec l'étape de Geraint Thomas d'hier, on l'a vu finir le premier des favoris devant Pinot et Alaphilippe, et surtout devant Egan Bernal, est-ce qu'après cette étape, Geraint Thomas est tout simplement le leader? Est-ce qu'il a scellé le leadership chez Ineos? Ma question, voilà, elle est simple, je viens de vous la poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Thomas est maintenant l'unique leader chez Ineos? Moi, tu te rappelles que c'était mon avis déjà avant le Tour de France. Je plaidais pour Geraint Thomas, qui a de tout de son côté, qui a l'expérience, qui a le maillot jaune sortant, voilà, qui a un statut en plus de l'expérience par rapport à Egan Bernal. Et je pense qu'hier, il a montré qu'il ne fallait pas du tout s'inquiéter pour lui, que ceux qui pensaient que sa chute sur le Tour de Suisse allait changer quelque chose peuvent être rassurés. Ça ne change rien, c'est lui le patron chez Ineos, mais aussi sur le Tour de France en général. C'était sûrement l'arrivée, l'étape, l'ascension qui lui correspondait le moins de tout le Tour de France, et pourtant il a déjà été plus fort. T'en penses quoi toi, Jean-Noël? Je suis globalement d'accord, mais après... T'as l'air plus nuancé déjà. Ouais, en tout cas, j'ai envie d'être plus nuancé parce qu'on a envie de voir un duo entre les deux. Et puis Bernal, tu peux te dire qu'il est tout jeune, qu'il aura d'autres occasions. Je pense que ça va quand même le titiller. Il y aura les enchaînements. La 3e semaine, elle va être compliquée dans les Alpes, hein, les 3 étapes alpestres. Il y a des enchaînements de col. Thomas, est-ce qu'il tiendra Ça monte très haut, dans des altitudes où peut-être que Bernal sera plus à l'aise. Moi, je me rappelle de Thomas l'année dernière. Il a très bien tenu l'enchaînement des étapes dans les Alpes, dans les Pyrénées. Hein. C'est vrai. Mais là, ouais. Vas-y. Et après, il y aura un premier éclaircissement à Pau, hein, avec le contre-la-montre. Thomas sera meilleur, il ne faut pas se leurrer, évidemment. À voir du coup ce qui se passera à ce moment-là. Mais j'ai envie de croire. Si tu entames les Alpes avec Thomas qui a 1 minute d'avance sur Egan Bernal, ça devient très difficile d'inverser le leadership. Même si Thomas a un coup de mou, il a une marge qui fait qu'il peut se permettre d'être moins bien sur une étape. Mais pour l'instant, la marge, il ne l'a pas encore. Et attention aussi à un contre-la-montre, même si Geraint Thomas, vu la forme qu'il a, devrait être bien meilleur que Bernal. Bernal est un très bon rouleur, mine de rien. T'es toujours pas convaincu par Geraint Thomas? Non, mais j'attends de voir, parce que sur cette étape, une étape sèche en début de tour, il faut faire chauffer les jambes. Je suis pas sûr que ce soit encore très... on va dire que, pour moi, rien n'est terminé. Par contre, moi j'avais une question pour vous. Est-ce que c'est étonnant
de retrouver Geraint Thomas sur ce genre de montée aussi performant, notamment quand on le met en abîme avec Egan Bernal. Vous en pensez quoi, vous? On avait eu l'Alpe d'Huez l'année dernière, hein, pour moi, qui avait montré que les forts pourcentages, ça ne fait pas peur à Geraint Thomas. Non, mais là, Je sais pas, c'est quand même si- des grosses rampes plus pour un grimpeur puncher, comme peut être un Dan Martin, je sais pas, un Alaphilippe même presque. C'est des pentes pour ces gens-là. Et pour un Egan Bernal qui est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus Je sais grimpeur pas ce que pur tu en penses, Jean-Noël, mais moi, je me dis que Geraint Geraint Thomas. Thomas, ancien Flandrien, ces monts-là très raides et assez courts, qu'il peut avoir sur un Tour des Flandres par exemple, ça peut être assimilé un peu à cette dernière rampe de la planche des belles filles, le Koppenberg, la planche des belles filles, voilà. Oui, puis c'est vraiment ça se joue à l'arrache sur une pente très très raide à la toute fin. Effectivement, ça il sait faire, il a l'expérience pour. Moi, je pensais quand même qu'il allait, je l'ai trouvé super serein quoi. Et je pensais qu'il allait avoir plus de pression tenant du titre. Faut pas que je me plante. On l'a pas beaucoup vu cette saison. Il est quand même ultra impressionnant. Après, il l'a fait l'année dernière, il peut le refaire cette année. Il a un an de plus. Après, voilà. Et moi surtout, je me dis que il y a eu de nombreux suiveurs qui ont dit la chute de Geraint Thomas sur le Tour de Suisse, sans être forcément très inquiétant, ça va retarder sa préparation. Mais ça voudrait dire qu'il n'est pas encore au top et qu'il va monter en puissance. Donc moi, je me dis que Geraint Thomas, il n'y a aucune raison qu'il soit moins fort en deuxième et en troisième semaine que ce qu'il a été hier. Et surtout, l'équipe Ineos n'est pas prête de remettre en question le statut et le leadership de Geraint Thomas. On a voulu faire plaisir à tout le monde. On a voulu s'éviter des problèmes en disant il y a un co-leadership. Egan Bernal est content et personne ne vient nous dire tous les soirs au bus alors qu'il est leader parce qu'on a annoncé que c'était les deux. Donc on se donne un peu de tranquillité par rapport à l'année dernière où c'était peut-être moins bien géré en termes de mots de langage, de communication choisie, où on disait Froome est le numéro 1 mais on voyait Thomas avec le maillot jaune, donc ça alimentait toutes les théories. Là, cette fois-ci, on met les deux sur un pied d'égalité, du moins sur le papier. Alors qu'en fait, on sait très bien, je pense, du côté d'Ineos, que Geraint Thomas est la carte numéro 1. Et je n'imagine pas une équipe comme Ineos ne pas avoir clarifié les choses en interne. Est-ce qu'on n'oublie pas quand même trop vite la cassure qu'il y a eu à Épernay où, mine de rien, Thomas, oui, lâche 5 secondes dans la roue, lâche 5 secondes à Egan Bernal. Voilà, à ce moment-là, j'ai quand même entendu beaucoup de gens dire ah, finalement, Egan Bernal est plus fort que Thomas, ça devrait être Egan Bernal, Mieux placé. ça devrait être Egan Bernal le leader. Et là, 2 jours plus tard, est-ce qu'on change tout de suite son fusil d'épaule en disant que c'est à Thomas d'être le leader? Est-ce qu'on ne va pas trop vite avec ces conclusions finalement? Si, l'avenir nous le dira, mais c'est très possible en effet parce que c'est Thomas en plus qui se prend les 5 secondes Thomas, à Épernay. il lâche la route. Exactement. Donc à ce moment-là, moi je me disais qu'il était peut-être pas aussi en forme qu'on veut bien le dire. Là hier, il a fait un gros numéro, mais en même temps, il fait pas non plus des écarts monstrueux quoi. Il montre qu'il est le patron, il montre qu'il est là, mais il met pas 20 secondes à tout le monde. C'était illusoire de mettre beaucoup plus, hein. C'était déjà beaucoup là. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Il a été fort, il a pas été super fort. C'est un peu la différence du truc. Mais ensuite, c'est vrai, je suis d'accord avec toi Romain, c'est que chez Ineos, gérer deux gars qui jouent le général, ils savent faire. Et j'imagine qu'en interne, il n'y a peut-être pas encore des trucs pour dire ce sera toi l'année prochaine, mais il doit y avoir quand même des consignes et des trucs qui se nouent quoi. Je pense qu'on va pas tarder à voir Egan Bernal nous dire je suis là pour récupérer le maillot jaune si jamais Geraint Thomas a un Et problème. moi, justement, ma prochaine question, c'est est-ce que maintenant, on doit s'attendre à ce que Bernal se mette au service de Geraint Thomas? Est-ce que chez Ineos, ils ont décidé ou est-ce qu'ils se laissent peut-être encore les premières étapes des Pyrénées, le contre-la-montre pour vraiment choisir un leader? Peut-être pas se mettre au service de Geraint Thomas, mais ce qui est sûr, c'est que Egan Bernal va pas nous placer une attaque pour l'instant. Tant que Geraint Thomas il sera dans cette position-là de leader, de premier leader au classement général, une position qui va conforter forcément sur le contre-la-montre. Alors après, à voir si ce sera de 20 secondes, de 30, d'une minute, mais il sera toujours le premier favori au classement général après le chrono. Tant qu'il aura cette position, Mais il y a une Egan Bernal n'attaquera pas. étape de montagne avant le chrono. Oui, bannière de Bigorre. Petite étape de montagne. J'imagine, avec l'arrivée en descente, difficilement des écarts là-dessus. Oui. Surtout si Ineos décide de contrôler, parce que ça va sûrement être leur stratégie, contrôler et voir après le chrono où on en est. Voilà. Évidemment, si Geraint Thomas a une défaillance, Egan Bernal va pas se laisser descendre en queue de peloton pour le remonter. Ce sera un peu chacun pour soi. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que si Geraint Thomas il veut attaquer, il peut. Si Egan Bernal veut attaquer, je suis pas sûr qu'il ait la permission. Parce que l'année dernière, mine de rien, ils n'ont jamais vraiment choisi entre Froome et Geraint Thomas jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on voit et que finalement tout le monde l'ait vu, Sky à l'époque aussi, ils ont vraiment laissé cette espèce de flou autour du leadership chez Ineos, chez Sky du coup. Et est-ce que chez Ineos, ce sera la même chose cette année? Après, c'est un peu différent parce que tu avais Froome, quadruple vainqueur du Tour. Globalement, tu te dis, s'il se refait, je vais le laisser quand même. Bernal, tu peux lui dire, t'es gentil. C'est ça, c'est mais, une question de statut. Hein. Ouais, voilà, c'est une question de statut. Et là, le statut, il est évidemment en faveur de Thomas.
quand même. Mais ouais, Bernal en secours, si jamais il y a un problème. Mais Bagnaire, ça va être intéressant parce que si Bernal veut jouer sa carte, ça va être là qu'il va la jouer avant le chrono. Il faut reprendre l'ascendant. Oui, avant mais le Bernal n'ira pas contre les consignes. Non. J'imagine pas Nicolas Portal dire à Bernal, bon, si tu veux reprendre du temps, c'est aujourd'hui. Va reprendre du temps à Thomas. Ils vont pas se tirer dans les pattes et se mettre des bâtons dans les roues. Il peut contrer une attaque. Je contre. Thomas, il va pas. L'année dernière, Ils l'ont fait l'année dernière. Geraint Thomas n'a jamais attaqué pour mettre en difficulté Christopher Froome. Et c'est seulement, finalement, je dirais que c'est à Saint-Lary-Soulan, quand Froome est distancé et que Bernal doit faire le travail pour le ramener, c'est là que Sky décide et se dit, OK, définitivement, ce sera Thomas. Bah, je sais pas, moi, quand Thomas attaque la veille, bon, il gagne au sprint sur l'Alpe d'Huez, et la veille, je sais plus, l'arrivée La Rosière. à la Rosière. Là, il attaque vraiment pour faire des petits écarts. Il attaque, et là, pour le coup, stratégiquement, on se dit que c'est bien joué parce qu'on pense encore à ce moment-là que c'est Froome le leader. Mais finalement, est-ce que Thomas, lui, a ce même point de vue à ce moment-là? Je suis pas sûr, puisque c'est cette étape qui lui donne le maillot jaune et il le lâchera plus jamais après. On n'y est pas encore à Bernal en jaune. On n'y est pas encore. On en a parlé, j'ai vu que dans le chat, notamment Romain, avec je ne sais plus quel numéro juste derrière, l'a écrit. Je suis désolé, fameux Romain. Ineos, l'équipe Ineos, quid de cette équipe Ineos qui n'a pas semblé très maître de son sujet hier. Qu'est-ce que ça vous inspire? On a vu que Kwiatkowski vraiment en forme. On a vu un Pouls notamment lâché très tôt, même si lui on sait qu'il viendra, son rôle viendra plus tard dans ce tour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe Ineos hier? Moi, je les ai trouvés franchement décevants quand même. Hein. Moi aussi. Kwiatkowski et Van Barle, ils finissent à 12 minutes. Ça veut dire qu'ils sont quand même largués assez tôt. Kwiatkowski s'est garé. Ouais, il bien fait le sûr, dernier effort. oui. Pour le coup, Kwiatkowski est peut-être le moins à blâmer de cette équipe, je pense. Grosse déception de Pouls, qui alors lui, il est à la ramasse dès le début. Quand tu l'attendais plus présent longtemps. Je les sens moins forts que les années précédentes. Et pareil, pour une première étape de montagne, qui est dur évidemment, mais il n'y a pas d'enchaînement de col trop compliqué. C'est surprenant, je trouve. Je crois que, et on sait très bien faire ça chez Ineos, on garde Wout Poels pour la dernière semaine. Ouais. Ça a très souvent été la stratégie. Sur le Giro récemment. Exactement. Et un peu avec Bernal aussi, ils avaient fait ça l'année dernière sur le Tour de France. Les 10 premiers jours, on ne l'avait pas vu, Egan Bernal. Et sur les premières arrivées au sommet, il n'était pas non plus hyper présent. À la Rosière, à l'Alpe d'Huez, dans les Alpes, en fait, on le voit peu. Et c'est dans les Pyrénées qu'on voit vraiment Egan Bernal. Parce que c'est niveau fraîcheur, c'est juste parfait d'opérer comme ça. On dit à Wout Poels, ne fais aucun effort sur les 10 premiers jours. Et du coup, tout le monde sera très usé dans les 10 derniers jours, mais toi, tu seras presque en train de démarrer ton Tour de France. C'est volontaire, moi je suis voilà. persuadé. Et alors après, voilà, on a. Après, ça faisait un peu léger. Les Moscon. Ouais, mais ça monte trop, ces mecs-là. C'est des mecs qui n'ont pas bossé. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient dû protéger un éventuel maillot jaune et faire le train, comme l'a fait Quick-Step hier. C'est des mecs qui n'ont pas bossé, qu'on n'a pas vu du tout. Malgré tout, il faut se rappeler qu'ils ont perdu Froome, qui était prévu sur ce Tour de France, et que ça change un petit peu, parce que si tu as Froome, hier, tu es 4 Ineos dans le final. Tu n'as pas Froome, tu n'es que 3. Et surtout, quand Kwiatkowski s'écarte, il te reste tes 2 leaders, il n'y en a pas un qui va rouler pour l'autre. Donc, tu es dans une situation où chacun se débrouille. Alors que l'année dernière, où malgré tout, on avait un Bernal qui pouvait prendre des relais, on avait un Kwiatkowski qui ne se posait pas non plus de questions. C'était plus simple à gérer. Après, je pense vraiment que Wout Poels, hier, on ne considérait pas ça comme de la haute montagne chez Ineos, qu'on l'a préservé, on lui a dit ne te crame pas. Et je pense qu'on va le voir après le chrono de Pau, en fait, on va voir entrer Wout Poels en scène. Eh bien, très bien, messieurs, c'était un très bon débat. On referme cette page de la planche des belles filles. On s'intéresse à l'étape d'aujourd'hui, l'étape 7, où il y aura, je pense, beaucoup moins de choses à dire, mais quand même des bons petits pronos à faire. C'est maintenant, c'est la preview. Alors, messieurs, Belfort, Chalon-sur-Saône, 230 km. J'allais dire 2 plats, mais c'est pas tout plat en début d'étape. On va voir le profil de cette 7e étape. C'est en 2 temps, ça monte un peu, ça descend, mais globalement, rien de bien folichon et difficile d'imaginer autre qu'un sprint massif à l'arrivée. C'était ma première question. Est-ce que vous imaginez quand même qu'il y ait une possibilité que l'échappée aille au bout aujourd'hui ? Moi, je pense pas. Qu'est-ce que tu en penses, Noël? Là, j'avoue que ça va être compliqué d'argumenter là-dessus quand même. Il faut savoir qu'hier, on avait annoncé les leaders se battent pour la victoire d'étape. On s'est planté. Et avant-hier, on avait dit échappé qui va au bout. Et c'est Peter Sagan qui règle le sprint. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Du coup. C'est vrai. Après, il n'y a plus beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. Donc là, je pense que celle-là, ils vont pas la laisser passer quand même. Hein. Les jambes sont lourdes après une première étape de montagne. L'étape est longue. Il risque d'y avoir du vent dans les 100 km de 3/4 face. Peut-être un petit coup de bordure tenté par la Quick-Step. Les 100 derniers bornes sont vraiment tout plats. Hein.
Oui, mais c'est face au vent, notamment, je lisais, il y a un journaliste anglais qui fait de super tweets sur le déroulé des étapes et qui disait qu'entre le 60e et le 70e kilomètre, le vent risque de souffler sur des routes très à même aux bordures. Peut-être que la Quick-Step aura des Petite idées faute, avec, alors. avec Julien, avec Julien Alaphilippe. Bah, j'essaie de trouver des moyens de s'intéresser à cette Mais étape. tu feras une finalement. sieste comme tout le monde, c'est pas grave, Polo. Et puis Ah tu non, te réveilleras, non, tu te réveilleras à ça, 15 je ne bornes. connais pas. Je suis de travail. Moi, en plus, cet après-midi, pour ceux qui s'intéressent, il y a Nadal Federer pour passer, j'ai envie de dire, cette étape très longue. Oui, mais ça démarre au même moment. Très ça. embêtante. Donc, vous savez quoi? Mais sprint sur un grand boulevard, je crois que ça arrive très large. La dernière ligne droite, le dernier rond-point doit être à 1,5 km, 2 km de l'arrivée. Donc il va y avoir la place de préparer ce sprint. Franchement, ça va être du tout cuit pour les C'est sprinters. tout plat. Hein. On Ouais. est à 171 mètres au-dessus de la mer à la Flamme Rouge et on arrive sur une d'arrivée à 171 mètres au-dessus de la mer. Donc pour le coup, ça pas de problème. Donc allons Il n'y a même rapidement pas un dos d'âne. sur les pronos finalement. On va aller sur les pronos. Ah bah voilà, merci, merci Tom. C'est le classement des 3 plus grosses étapes les plus longues en fait de ce Tour de France. Et on voit qu'aujourd'hui, l'étape 7, c'est la plus longue. On en a déjà fait une. J'ai confondu bien rectifier Épernay l'étape. et Albi en Les fait. Pyrénées, Hein. pardon. Vous switchez Épernay et Albi. L'étape d'Albi qui sera l'étape 10 du coup. Mais voilà, là pour le coup, je pense qu'on sera une bonne finalement. On va pas se mentir, une bonne purge cet après-midi. Allons directement sur les pronos. Intéressons-nous à ce dernier kilomètre qui sera le seul intéressant. Et voilà. Alors Jean-Noël a choisi Elia Viviani. J'ai choisi mais- Caleb Ewan. Robin a choisi Dylan Groenewegen et Joseph, j'ai oublié de le mettre, a choisi Alexander Christophe. D'accord. Alors on va commencer avec toi, Jean-Noël. Pourquoi Viviani? Non, mais c'est bien, déjà, on n'est pas d'accord, j'aime bien. Pourquoi fait, Viviani? Parce que. Bon. Oui, oui. Non, mais c'est même pas fait exprès pour une fois. Non, parce qu'intrinsèquement, c'est le plus rapide. Groenewegen, je ne sais pas dans quel état il est, à voir. S'il revient en forme, il claquera son étape d'ici la fin du tour. J'ai hésité entre les deux. Voilà, c'est les deux purs sprinters les plus forts. Et puis en plus, accessoirement, j'ai mis Viviani parce que je me suis dit que ça ferait un faux suspense encore pour le maillot vert. Ça fera du bien aussi, donc voilà. Ouais, bah. Et toi, Robin, du coup, pourquoi Dylan Groenewegen? Je lui fais confiance. Pour moi, c'est le sprinter numéro 1 au monde en ce moment. Il est tombé sur cette première étape, ça l'a fait douter. Il s'est raté sur le sprint de Nancy, mais je ne le vois pas se rater 2 fois de suite. C'est généralement pas un garçon qui loupe ses objectifs. Donc déjà de le voir à Nancy en dedans, ça m'avait un peu surpris. Là, cette fois-ci, je pense que les Jumbo-Visma, c'est bon. Ils ont mis derrière eux l'histoire du maillot jaune de Tunissen, le chrono par équipe, toute cette épopée des 2-3 premiers jours. Elle est derrière. Il n'y a plus d'histoire non plus de maillot jaune pour Wout van Aert. Tout ça est terminé. On va pouvoir se concentrer exclusivement sur Groenewegen. Et je le vois aligner tout le monde cet après-midi. Moi, je vois bien Caleb Ewan vraiment pas loin à chaque fois. Il fait vraiment des très bons sprints sur une arrivée comme ça, vraiment très plate. Avec Viviani et Groenewegen, c'est les plus rapides, je pense, sur ce genre de profil. C'était son anniversaire hier. Je pense qu'avec la Lotto Soudal, ils ont envie de fêter ça ce soir. J'ai hésité avec Sagan en vrai. Mais je pense que pour Sagan, les autres sont quand même plus rapides sur ce genre Il y a du d'arrivée. monde qui est d'accord avec toi sur Caleb Ewan. Et Caleb Ewan, ouais, l'anniversaire hier, ça se passe plutôt bien pour la Lotto Soudal dans ce début de tour. Tim Wellens a le maillot à poids. Il est pas loin. Il est vraiment pas loin d'aller chercher son étape. Donc aujourd'hui, ce sera ma petite pièce. Et j'espère gagner puisque je suis en retard hein, sur Robin et Joseph qui ont déjà un point pour le On classement. notera qu'un point en 6 étapes, on n'est pas non Ouais, plus. non, on n'est pas des flèches. On Non, n'est pas moi, des flèches. j'étais pas là, mais j'avais parié sur Sagan. Ça m'a rapporté Oui, oui, 8,50 ça, €. Ah, facile. j'ai vu. Ça, Je rigole pas. Il n'y a évidemment aucune preuve. On ne sait pas d'où ça sort. Voilà, donc on a fait le tour sur cette preview. Hein. La preview est courte parce que l'étape ne sera pas la plus passionnante de ce tour. Allons directement sur la chatroom. Vous le savez, c'est votre moment. Préparez vos questions, c'est maintenant. Bon, allez, on a 5-10 minutes à vous accorder. Prenez vos questions, on va attendre un peu. J'en vois dans Vélo Club, certains journalistes s'interrogeaient sur la nécessité du dernier kilomètre avec des pentes à 25%. Eh bien, écoutez, c'est une très très bonne question. J'ai vu justement Pour moi, moi aussi dans Vélo Club que les gens trouvaient peut-être pas ça normal. Et les 25% et le fait que ce soit pas bitumé, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'était plutôt sympa, non? Mais oui, le mais spectacle. les coureurs ont toujours été des sportifs à part. On parlait de forçat de la route il y a de nombreuses décennies. Faut perpétuer cette tradition. Hier, ça montait à vélo.
La route, elle avait été balayée. Je crois pas qu'il y ait eu de crevaison dans le final. À part André Greipel qui a passé la ligne avec le vélo sur l'épaule en mode cyclocross, les favoris n'ont pas eu de mal à rallier la ligne. Donc voilà, on a déjà vu des trucs un peu ridicules sur Tirreno Adriatico avec des pentes à quasiment 30% où les mecs. Même sont- sur la Vuelta, l'an Voilà. dernier. Mais quand c'est sur le Tour des Flandres, le Koppenberg, c'est 22-23%. Il n'y a personne qui s'insurge. Donc là, franchement, j'ai trouvé ça un petit peu bête. Et d'ailleurs, Thomas Vauclair, sur le plateau de Vélo Club, il disait, lui, l'ancien coureur, non, il n'y avait rien à dire sur cette étape. On a eu du spectacle. Il y a 71 et Adrien Dakic qui se posent la question de la stratégie de la Movistar hier. C'était notre débat. À J+1, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jean-Noël Cossier? On a vu Valverde rouler, on a vu Landa tenter une attaque et Quintana ne pas bouger. Quintana faire une Quintana, quoi. Quintana qui fait une belle étape finalement. Ouais. Qui finit derrière Pinot au final. Tu veux le défendre. Oui, non, mais Mais le résumé était magnifique. c'était pas là où on attend Quintana finalement. Oui, Et même t'as lui l'avait dit. Au final, il n'y a rien de surprenant sous le soleil. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jean-Noël? Non, mais c'était bien parce que dans les favoris, il n'y a pas grand monde qui a pris ses responsabilités. Il y a les groupes Ama et il y a quand même. Eux, ils ont roulé quand même avec Valverde et que Valverde se sacrifie. Alors, il avait dit à tout le monde qu'il était là pour aider. Moi, je me disais quand même qu'il allait quand même peut-être pas le faire. Et finalement, il le fait, il joue le jeu. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il n'y a plus que Landa et Quintana qui sont là pour le général. Landa attaque. Ils font le job après avec leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils ont tenté. Ils ont tenté, c'est bien. On peut pas leur reprocher. Après, Exactement, ouais. Je dirais pas mieux. Hein. Landa, il a tenté et Quintana, il avait sûrement pas les jambes pour faire mieux. Ouais. Ok, on verra par la suite, notamment dans des étapes plus longues avec plus d'altitude. Il y a beaucoup de questions sur Warren Barguil, dont celle de Rompuy. Rassurant plutôt hier, qu'est-ce qu'on peut espérer de lui pour la suite de ce Tour de France? Je trouve qu'il s'est pas beaucoup détaché sur son attaque, mais le fait qu'il attaque, ça montre qu'il est en Finit confiance. bien, hein. Il finit bien, ouais. Et juste le fait d'attaquer, ça montre qu'il croyait en ses chances. Donc ça veut dire qu'il a confiance dans ses jambes, que dans la tête tout va bien. Le maillot de champion de France aide sûrement un petit peu. Voilà, je pense qu'il est l'heure de perdre un peu de temps. Au général, le chrono à Pau va peut-être l'aider, ça sert à rien de se dépouiller sur ce chrono, fais-le tranquillement et ensuite il sera temps d'aller dans les échappées, dans les Pyrénées puis dans les Alpes. Très bien, je vois une question d'Olivic qui se demande, en fait, qui se pose la Tu question. connais en jeune à Paris? Hein? Tu connais en jeune à Paris? Non, qui se demande si Wellens peut perdurer sur ce maillot à poids. Et justement, on peut peut-être ouvrir une question sur ce débat avec Ciccone qui risque d'en faire un nouvel objectif. Qu'est-ce que vous voyez du coup là, avec cette première étape de montagne, en bonne posture pour le maillot à poids du coup? Plutôt Wellens, plutôt Ciccone, plutôt un autre qui ne s'est pas encore découvert? Wellens, il a une bonne opportunité là parce que Ciccone et Alaphilippe, qui sont deux autres prétendants, ils ont le maillot jaune en vue. Moi, je suis Wellens. Demain, je prends l'échappée, quoi, si je peux. Hein, je pense qu'il voudra parce qu'il y a pas mal de points à se faire. Après, il y aura des points doublés aux arrivées. Il y aura plein de points. Hein. Il en a 43 là. Mais s'il arrive à Il choper suffit d'une arrivée au sommet pour que tu passes devant, quoi. Exactement. Donc ça peut aller super vite, mais il a une belle opportunité. Après, le maillot de meilleur grimpeur, ça se joue à quoi? 180 points à peu près. Il en a 43. Donc tu vois, il y a quand même du chemin. Mais il a une bonne carte à jouer, ouais. Puis, Après, il est quand même parti 3 fois en échappée en 4 jours pour prendre 43 poins. Il est quand même bien usé, je pense. il avait déjà dit hier matin, avant de prendre Voilà, l'échappée, il a dit qu'il pas, était déjà un peu fatigué. Donc, Moi, pareil, je pense que Tim Wellens va rapidement perdre son maillot. le niveau ratio va en faire son d'effort consenti pour le résultat. Alors c'est beau de porter le maillot à poids pour 4-5 jours, il va peut-être encore le garder, voilà, il va peut-être faire même 10 jours à poids. Mais il y a un moment, ça va peser dans les jambes, ces efforts qu'il a fait, et il n'a pas construit un matelas qui est suffisant pour se permettre, par exemple, de se reposer dans les Alpes. Et moi, j'aimerais bien de Ciccone, j'avoue que ce serait pas mal. Parce que le doublé meilleur grimpeur, Giro Tour, Puis avec le dernier qu'il a fait, c'est Chiappucci. Ouais, c'est pas mal. Et c'est pas mal. Et derrière, t'as Merckx, ta copie, évidemment. Enfin, t'as du lourd, quoi. jolis noms, C'est super rare. Après, Et puis est-ce qu'il tiendra, quoi. à chaque fois avec des belles étapes. Là, Et là, en plus, il gagne pas hier sur le Giro, il gagne au Mortirolo. Bah, s'il prend le maillot jaune 2-3 C'est pas des maillots à poids au rabais. Il y a beaucoup de questions sur deux favoris. On va commencer avec Richie Porte. Beaucoup se demandent ce qu'il en est, puisqu'il a fait une très bonne étape, mine de rien. On se posait la question hier dans l'émission de savoir s'il allait être au rendez-vous. Il y a été. Petite surprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en attendre? S'il a les jambes, il va être en forme sur le chrono. Voilà. Où est-ce que vous voyez Richie Porte Bah, par c'est terre. Non, le c'est pauvre. Joseph qui va pas être content. Oui, je sais, je suis désolé. Déjà que Van Garderen hier. Ouais. Il a de la chance de ne pas être là, Joseph, pour un gars. Ah, mais Richie Porte, on sait jamais. Hein. Là, en effet, il va pas y avoir normalement de grosses bagarres. Donc, s'il lui arrive rien de malchanceux ces prochains jours,
En effet, après le chrono à Pau, il pourrait très bien se retrouver parmi les 4-5 premiers favoris du général. Et à partir de là, on pourra peut-être dire qu'on l'a sous-estimé et qu'on s'est complètement planté. Après, j'attends quand même les premières grosses étapes des Pyrénées. L'arrivée au Tourmalet, je pense que là, on saura si Richie Porte est un candidat ou pas. Parce qu'hier, il s'est un petit peu planqué, il finit dans le bon groupe, mais il n'a pas non plus montré qu'il était plus fort que les autres. Alors, avant-dernière question, parce que j'aime bien ça. Il y en a un qui n'a pas fini dans le bon groupe hier, un que je voyais à très belle fête, pourtant. Une personne que j'imaginais même maillot jaune hier soir, c'est Steven Kruijswijk. On l'a vu à la peine, tiré par George Bennett sur les derniers mètres de la planche des belles filles. Quid aussi de la Jumbo-Visma, du coup. Est-ce que ça va changer quelque chose, notamment avec un Bennett qui a l'air peut-être plus en forme, un Kruijswijk finalement décevant hier? Moi, j'imaginais pas Kruijswijk en jaune, hein, personnellement. Et, Ouais, ça va, je me suis et je trompé. l'imagine faire son trou autour de la 5-6e place du général. Finalement, il est là, hein, il est derrière Pinot au général. Ouais, s'il Ça accroche passe. un top 5, il sera content et il pourra l'être, hein, parce que c'est pas mal. Mais ouais, je le vois pas plus haut. Ouais. Et bien, du coup, dernière question, elle est sympa celle-là, de Ninteo 777, je crois. Le Factor X en montagne cette année, ce sera qui? Ce sera plutôt un Bennett, du coup un Bardet, un Barguil. Moi, Qu'est-ce que vous voyez un j'ai été peu impressionné. allumer ce Tour de France Ah, dans tu veux dans dire celui un peu qui va attaquer comment on peut dire ça? Ouais, Dynamiteur. le dynamité, exactement, c'est le mot que je cherchais. Je sais pas, c'est pas facile. Ça peut être Landa tant qu'il a des jambes, Comment dire, un Barguil de 2017, par exemple. mais il n'y en a Qui pas va tout être le temps, le hein. Barguil 2017 de 2019? Ouais, peut-être Landa tant qu'il a les jambes, avant qu'il sente que son Giro lui pique trop, sûrement dans les Alpes. Ciccone, on parle de Ciccone, de Bourgman Ouais, aussi. Bourgman, Ouais, est, Bourgman, moi, est j'aime surprenant, beaucoup. mais Mm. pour le général plus que pour dynamiter, non? Ouais. Oui, Bourgman, Oui, oui. va rester, à mon avis, va tenter de rester avec les favoris le plus Ouais. qu'il peut. après lui, on le laisse peut-être partir plus facilement. Il peut, enfin pas. Je ne conseillerais pas au leader de le Non, mais on lui laisser prend- on partir. lui laisse Mais pas oui, 10 je vois minutes, ce hein, que tu veux dire. Ouais, c'est un peu risqué. Bourgman, il fait un bon début de tour et je pense que Bardet, ça peut être Bardet. Bardet qui va, je l'espère maintenant, va faire une croix sur le maillot jaune, va se prendre une pile sur le contre-la-montre de Pau. À lui après de sauver son Tour de France. Et on sait que lui a beaucoup de caractère. S'il veut sauver son Tour de France, il mettrait bien une pièce sur Bardet. Voilà, très il bien. est exactement 11h42 et c'est l'heure de la meilleure partie de cette émission, sans aucun doute. C'est la rétro et aujourd'hui, c'est peut-être le plus beau moment de l'histoire du Tour de France, l'un des plus mythiques en tout cas. La rétro chronique du vélo, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, Robin, tu vas nous parler de ce duel incroyable. Les images, on les connaît toutes, entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor sur le Tour 1964 et cet affrontement sur le Puy-de-Dôme. Alors Robin, ma première question, tout simplement, c'est pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, parce qu'on est le 12 juillet et que cette ascension du Puy-de-Dôme, elle intervenait un 12 juillet en 1964. Ça donne une bonne raison. Voilà, donc il y a tout juste 55 ans, une arrivée où on a vu donc Jacques Anquetil, maillot jaune, et Raymond Poulidor, maillot Mercier, se livrer l'une des plus belles batailles de l'histoire du Tour de France. Donc au départ de cette étape, Jacques Anquetil il a 57 secondes d'avance sur Raymond Poulidor, qui lui n'a jamais gagné et n'a jamais gagné le Tour et n'a même jamais porté le maillot jaune. Et c'est une rivalité qui est annoncée depuis le départ de ce Tour de France 1964. L'équipe titre le jour du grand départ à Rennes le tour du risque pour Anquetil, parce que Raymond Poulidor a remporté la Vuelta au printemps, Jacques Anquetil lui a remporté le Giro. Donc c'est marrant, c'est qu'on considère que Poulidor a gagné la Vuelta, donc c'est bon signe, et on considère qu'Anquetil a remporté le Giro, donc il est peut-être un peu fatigué. Et donc on imagine que pour la première fois depuis de nombreuses années, parce qu'Anquetil sort de 3 victoires consécutives sur le Tour, il va y avoir un rival pour celui qu'on appelle à l'époque Maître Jacques. Donc voilà l'ascension du Puy-de-Dôme dont on voit l'image derrière toi Polo. Elle est censée être décisive, très bien. Elle est censée être décisive parce que c'est la dernière étape de montagne avant Paris. On peut la mettre en plein pot, hein. C'est peut-être la photo la plus mythique de C'est ça. l'histoire du Ouais, Tour de elle est France. extraordinaire. Elle est cette exceptionnelle, photo. ouais. Après cette étape, il reste un chrono de 27 km entre Versailles et Paris. Et Raymond Poulidor, qui est moins bon évidemment que Jacques Anquetil sur le Même chrono. s'il progressait. Il progressait sur une tout à bonne fait, pente exactement, il progressait, mais Anquetil était la référence et c'est peut-être le plus gros rouleur de l'histoire du vélo. Donc Poulidor savait qu'il devait reprendre du temps et reprendre au moins le maillot jaune sur cette ascension du Puy-de-Dôme. Il fallait faire des écarts. Donc dans l'ascension, ils se retrouvent voilà tous les deux. Et là, on a droit à cette image mythique épaule contre épaule. Et les deux sont finalement donc à la limite de perdre leur équilibre. Et ils sont durant toute l'ascension dans une sorte de mimétisme. Quand il y en a un qui se met en danseuse, l'autre se met en danseuse. Quand il y en a un qui se rassoit, l'autre se rassoit. Ils se regardent, ils se jettent des coups d'œil. Et Poulidor, en vérité, dans cette ascension, il est le plus fort. Voilà, on voit là les deux une nouvelle fois en danseuse en même temps. Et en Ils couleur. roulent de front, côte à côte. Ils se mettent pas l'un derrière l'autre pour
prendre des relais en quelque sorte, être un minimum protégé. Non, ils roulent vraiment de front. Ils savent pas vraiment quand attaquer. Poulidor finalement est le plus fort. Jacques Anquetil commence à faiblir. Il essaye de le cacher au début, mais à 1 km de l'arrivée, il peut plus le cacher. Poulidor accélère sensiblement, il se détache, il prend 1 mètre, puis 2, puis 10. Le problème, c'est que devant, il y a 2 Espagnols qui sont partis, Jiménez et Bahamontes, qui vont prendre les bonifications au sommet. Il y a Ça fait une l'affaire minute. de Jacques Anquetil. Exactement, Jacques Anquetil très content, qui finit arc-bouté sur son vélo. On le voit là, vraiment recroquevillé alors que Raymond Poulidor s'envole. Donc les bonifs, sachant qu'il y a 1 minute pour le vainqueur de l'étape, elles s'envolent. Donc Poulidor fait un écart, mais il reprend 42 secondes à Jacques Anquetil. C'est pas assez pour reprendre le maillot jaune. Il reste 14 secondes d'avance à Jacques Anquetil à l'arrivée, qui conserve donc son dû. C'est pas assez. Et finalement, Raymond Poulidor ne prendra jamais ce maillot jaune. Alors moi j'ai une question pour toi, Jean-Noël, c'est Poulidor qui a été le plus fort, est-ce qu'il n'a pas eu peur d'attaquer en fait dans ce Puy-de-Dôme, puisqu'on le voit, il attaque quand même tard dans cette ascension, et il aurait peut-être pu faire plus d'écart, sachant que, mine de rien, ça se voyait que Jacques Anquetil était en train de vivre, pas un jour sans, mais une sacrée étape difficile. Pour Ouais, Maître il, Jacques. il était dans le dur, ce qui pour lui arrivait assez rarement. Et oui, évidemment, il a attaqué trop tard, après ce qu'il pouvait. Mais dans ces histoires-là, tu as toujours un ascendant psychologique, en fait. Anquetil a toujours eu un ascendant psychologique sur Poulidor. C'est assez incroyable de C'est pour voir ça. qu'il est perdu. Et ouais, peut-être que tu as peur, tu te dis, c'est pas normal, il bluffe, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe dans la tête. Il y a un piège, quoi. Ouais, il y a un piège, où je vais pas y arriver, c'est pas possible. Et du coup, ouais, il part un peu trop tard, il y a les 2 Espagnols qui sont passés, donc du coup, ça doit gamberger dans la tête. Tu dis, les bonifs, c'est mort, donc il faut vraiment que je reprenne beaucoup de temps. Et ça passe pas. Et toute l'histoire de ce tour, c'est fait d'aller-retour et de Poulidor qui a pas de chance. Après, la chance, il faut aussi savoir la susciter. Hein. C'est que peut-être qu'il n'était pas aussi fort psychologiquement. Mais ce tour, il perd 1 minute à Monaco en sprintant un tour trop tôt. Bon, après, c'est une autre époque. T'as pas les oreillettes, c'est toujours plus Son compliqué. mécano le fait tomber sur une décrevaison. Il a eu quand même beaucoup de galères. Est-ce que vous pouvez un peu recontextualiser ce Tour de France un peu avant cette étape du Puy-de-Dôme du coup? Poulidor, lui, dira en tout cas, j'ai pas perdu le Tour sur le Puy-de-Dôme, mais je l'ai perdu. J'ai toujours dit que je l'ai perdu à Toulouse. Où en fait à Toulouse, il a une crevaison et son mécano, le changement de vélo est mal effectué. Il le pousse et il le fait tomber. Et là-dedans, dans cette histoire, Raymond Poulidor, il perd plus de 2 minutes 30. Donc c'est énorme. Et finalement, le Puy-de-Dôme vient cristalliser toute l'attention autour de ce Tour de France. Mais du point de vue de Raymond Poulidor, c'était joué avant. Bon, après, c'est aussi une façon de dire qu'il n'a pas fait d'erreur dans le Puy-de-Dôme. Parce qu'en vérité, il en fait une peut-être en attaquant pas assez tôt. Et il en fait d'autres. Jacques Godet, le lendemain de cette étape mythique dans l'équipe, et je crois qu'on a la déclaration. Tout à fait. Donc, la déclaration, les écrits plutôt dans les colonnes de l'équipe. Il écrit: jamais 2 hommes qui se disputaient férocement le plus beau et le plus rare des trophées n'avaient été si rapprochés dans C'est l'effort. ça ma question, c'est comment cette étape est rentrée dans l'histoire du Tour? Quelle répercussion immédiate elle a eu en fait? Comment on s'est dit, voilà, juste après, on a vécu un grand moment du Tour? Pourquoi Jacques Godet a écrit ça justement? Parce que sans doute jamais on a eu les 2 coureurs aussi rapprochés au classement général. Voilà, de voir Raymond Poulidor, cet homme qui n'avait jamais porté le maillot jaune et qui ne le portera jamais, aussi proche de le prendre, 14 secondes seulement à l'arrivée, à 2 ou 3 jours de Paris. Donc voilà, c'était vraiment la fois où il était le plus proche. Mais malgré tout, il fait des erreurs et il y a un mystère autour de cette ascension du Puy-de-Dôme. C'est ce que j'allais y venir. C'est que Raymond Poulidor, il avait assuré à son entraîneur, Antonin Magne, donc ancien vainqueur du Tour de France en 1931 et 1934, il lui avait assuré qu'il avait reconnu l'ascension du Puy-de-Dôme. Et Federico Bahamontes, lui, il monte donc, grand spécialiste de la montagne, vainqueur au Puy-de-Dôme quelques années avant, il met un pignon de 24 sur sa cassette arrière. Et Antonin Magne, il voit que Raymond Poulidor met seulement un pignon de 26. Il se dit bizarre quand même parce que Bahamontes, il sait ce qu'il fait. S'il met 24, c'est qu'il y a une raison. Il force les mécaniciens de l'équipe Mercier, il leur dit: vous allez me monter sur le vélo de Poulidor un pignon de 25. Même si Raymond a dit je veux un 26, vous lui mettez un 25. La vérité, c'est que c'était sans doute pas encore assez. Il fallait mettre 24 comme a mis Bahamontes. Et d'ailleurs, Bahamontes est devant Poulidor sur cette étape. Et après l'étape, Raymond Poulidor avouera à son entraîneur Antonin Magne: en fait, j'ai pas reconnu le Puy-de-Dôme, je t'ai menti, parce qu'en fait, le jour où il est allé faire sa reconnaissance prévue, le col était fermé. Et donc ce jour-là, où il se trompe aussi dans cette histoire de dérailleur, accumuler l'attaque qui ne part pas assez tôt, les 2 Espagnols qui sont devant, cette histoire de dérailleur, tout ça cumulé fait sans doute qu'il perd le Tour de France sur cette étape-là. Et ça, c'est rigolo parce que, excuse-moi, mais Vas-y. cette histoire avec Magne, historiquement, dans les années 30, c'est le premier gars qui va reconnaître l'école.
Donc c'est le premier, historiquement, qui va dans les Pyrénées pour travailler encore et connaître l'école par cœur. Et 30 ans plus tard, que son poulain lui mente en lui disant en fait non, je l'ai pas reconnu, ça la fout un peu mal. Ah, Quoi. ça a dû lui plaire. Ouais, ça a dû lui plaire, il a dû être content. Ouais. Ouais, pour donner un peu d'eau au moulin cette histoire entre Antonin Magne et Raymond Poulidor, on le voit au sommet du Puy-de-Dôme ne pas rouler. Enfin, je ne sais pas s'il ne roule pas parce qu'il est vraiment trop fatigué, mais il termine l'étape en roue libre. Du coup, ça m'amène à une question, en plus parce que j'avais vu cette anecdote aussi. Est-ce qu'il avait vraiment envie de gagner ? Lui qui en 1964 est au top de sa popularité, en magnifique deuxième, on le voit ralentir sur le replat à l'arrivée. Est-ce qu'il a vraiment eu cette envie de gagner ? Je pense que oui, évidemment. Après, on dit que Raymond Poulidor était plus fort sur cette ascension que Jacques Anquetil. Ça n'empêche que les deux arrivent en haut cramé. Et que aussi Raymond Poulidor, quand il voit qu'il lâche Jacques Anquetil, il sait le retard qu'il a et il sait qu'il faut être complètement à bloc jusqu'au sommet. Et donc sur les derniers mètres, il peut être un petit peu cramé, comme ça arrive hier à Julien Lafilippe qui termine les derniers mètres à l'agonie. Je pense que c'est le cas de Raymond Poulidor qui allait au bout de lui-même sur cette ascension. Et parce que cette année-là, c'est le paroxysme de la relation, voilà, de la rivalité Anquetil-Poulidor. Je le disais tout à l'heure, c'est l'année où ils sont le plus proches l'un de l'autre. C'est un tour qui d'ailleurs n'aurait jamais dû échapper à Raymond Poulidor, malgré toutes les excuses qu'on peut lui trouver. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et Jacques Anquetil dira d'ailleurs de façon, on ne sait pas si c'est un petit peu ironique, un petit peu condescendant. Là aussi, on a la déclat de Jacques Anquetil après le Tour de France. Donc il gagne son 5e tour, le 4e consécutif. Il dira: ma fierté est d'avoir battu un très grand champion dans le tour le plus dur que j'ai connu. Mais il l'a battu encore une fois. Et ce qui restera, c'est surtout que Raymond Poulidor n'a jamais battu Jacques Anquetil. Il a 2 ans de moins que Jacques Anquetil, Raymond Poulidor. Et il pense à ce moment-là que son heure viendra l'année suivante, sur le Tour de France. On n'a pas Jacques Anquetil qui est sur le déclin. Il n'y arrivera jamais. Et voilà, et il dira... Ça marre face à Gimond. Il y aura toujours un truc qui exactement, et ensuite Merckx, et il dira ironiquement: Raymond Poulidor, ma plus grande malchance fut d'arriver dans la période Anquetil, le plus grand spécialiste des courses par étapes. Oui, mais le problème, c'est que derrière, il y aura aussi Eddy Merckx. Ouais, et il n'a pas profité du cours interstice entre les deux. Du coup, dernière question que je pose à tous les deux, vu que tu as beaucoup parlé, même si c'est ta chronique. Laisse la parole à Noël. Est-ce que, oui, on le sait, mais c'est le paroxysme de leur rivalité à Anquetil et Poulidor, la rivalité, l'une des plus belles rivalités de l'histoire du Tour de France. Ouais, et qui font la légende du Tour. 2 Français, un qui a tout gagné, l'autre qui a encore rien gagné, et on pense qu'il va le faire. C'est dans la France des années 60, en plus, il faut remettre ça dans un contexte politique. C'est aussi c'est un truc très, très géopolitique, tout ça. Donc là, tu es au paroxysme du truc, et ça fait les tours de légende, quoi. Et c'est ce qu'on aime tous. Tu parlais la dernière fois dans une précédente chronique de Coppi-Bartali. Enfin, c'est ces duels-là qui font avec la légende. division du public, en fait, qui doit choisir Anquetiliste ou Poulidoriste. Exactement, tu as tout ça qui joue. Et après, les deux sont tous liés dans un même destin, en fait. C'est ça qui est beau. C'est globalement, tu as un vainqueur et un battu, mais ils sont indissociables, quoi. Anquetil, ça fait longtemps qu'il est mort, mais Poulidor, on lui ressortira la photo du Puy-de-Dôme toute sa vie, quoi. Il sera avec Anquetil toute sa vie. C'est plutôt sympathique comme truc. Rajouter. Je pense que non, on a tout dit sur cette. Rapidement, dernière question, en un mot, Team Anquetil ou Team Poulidor ? Plus Anquetil, moi. Plutôt Poulidor. Moi, j'aime bien les losers magnifiques. On en débattra. Je suis pragmatique, tu sais, j'aime ceux qui gagnent. Et quand je dis loser, j'aimerais bien être loser comme lui, d'accord, mais c'est clair. Il a bien gagné quand même. Sachant que ce qui est fou, j'ai envie de parler, je m'excuse, mais c'est pas lui qui a le record de deuxième place sur le tour. C'est Tourtemel qui a gagné son Tour de France. Mais il a le record de podium, il me semble, Poulidor. Ouais. Je crois bien, 8. Eh bien, messieurs, je trouve qu'on a été très complet sur cette histoire. Peut-être l'un des moments les plus mythiques de l'histoire du Tour de France. Moment mythique aussi, les fameux quiz. Hélas, aujourd'hui, je n'affronte pas Robin. Peut-être une chance pour moi, sachant à quel point il est fort. On dit que Jean-Noël joue pour toi. Alors, mais on va dire que Jean-Noël joue pour moi. Jean-Noël va pouvoir défendre mes couleurs. Non, parce que moi, je suis c'est tout de suite, c'est le quiz. Alors j'ai fait simple, j'ai pas fait très original, j'ai repris ce que fait Joseph parce que Joseph finalement travaille très bien. Donc on va commencer avec les photos floutées évidemment, on enchaînera avec une énumération et un dernier qui suis-je écrit par notre ami Louis Moreau qui fait toujours des qui suis-je aux petits oignons. On commence avec les premières photos floutées, c'est parti. Première photo, coureur de la Movistar. Solaire, non. Il est arrivé à Movistar en 2016. Il est sur le Tour ? Il est sur le Tour.
Ah, Nelson Oliveira. Nelson Oliveira, c'est un point Très très fort. pour c'est très, très Robin. fort. Je compte les points dans ma tête. Donc si j'oublie au bout d'un moment, aidez-moi, le chat aussi, parce que mes coéquipiers ne vont pas être de très bonne foi, je pense. Deuxième Toujours. photo floutée. Toujours sur le tour. Durbridge. Alors attends, j'ai peut-être un trou, je suis pas sûr et certain qu'il soit sur le tour. D'accord. Il a 25 ans. J'essaie de tricher avec le quiz. J'ai mais, peut-être un trou, je croyais que tu allais plus te rappeler de qui c'était. Si, je sais qui Tu nous as c'est. dit l'âge Ouais, il a 25 ans, il est à Mitchelton depuis le début de sa carrière. Le chat là, ne regardez pas le chat. ah ouais, Ouais, je ouais. suis tout à fait honnête. Bah, moi, j'ai pas été honnête. Du 25 coup, je suis ans. désolé. Très honnête sur une course par étape cette saison en rôle de coéquipier. Ah, Jack Egg. Jack Egg, c'est le deuxième point pour Robin. Bien joué, bien joué. Ça fait donc 2-0 et on enchaîne sur le dernier qui suis-je. Lui, pour le coup, il est sur le tour. Bahrain Mohoric. Merida. Ce n'est Ah pas non, Mohoric. il est champion de C'est un national. costaud. Il est jeune. Il a gagné cette saison. Il a levé les bras, comme on peut le voir Colbrelli sur cette photo. Il y a un tatouage là. C'était pas bête, Colbrelli, ouais. On se rapproche de profil de Colbrelli. Ouais, ouais, vu, Ivan vu Cortina, la Ivan ouais. Garcia Cortina, c'est un troisième point pour Robin C'est du très très fort. qui fait j'allais dire jeu égal, mais pas du tout. C'était pas du tout ce que je Jeu voulais blanc. dire, qui fait jeu blanc. Ouais, exactement. Hein. On rappelle un Nadal Federer cet après-midi Wimbledon. Ce sera plus serré. On n'est pas sur le stream, mais vous n'aurez pas de mal à trouver les images. Deuxième jeu, du coup. Là, je pense que c'est plus pour toi, ça, Jean-Noël. J'ai pensé à toi parce que je me suis dit que les qui suivent face à lui, ça allait être difficile parce que c'est mine de rien une machine. Je vais vous demander, tour à tour, de me donner un vainqueur du maillot par points, le maillot vert du Tour de France. Et on Ah, commence excellent. par toi, Jean-Noël. Excellent. Et on commence par moi, Abdou Japarov. Abdou Japarov, c'est validé, je ne vérifie même pas. Peter Sagan. Je suis pas sûr. Évidemment. Eric Zabel, Eric Zabel aussi. Michael Matthews. Michael Matthews, oui, tout à fait, en 2017. Sean Kelly, Sean Kelly, tout à fait. Robbie McEwen. Robbie McEwen. Plancart, Plancart, évidemment, en 88. Baden Cook. Baden Cook, tout à fait, 2003. joli. Merckx, Merckx, sûrement, il faut que je remonte un peu, évidemment, il l'a gagné 3 fois. dans le doute, Petaki. tu dis Merckx. Dans le doute, tu dis Merckx comme ils disent sur vélo. Petaki, 2012. Petaki, c'est validé. Jalabert, Jalabert, oui, évidemment. Cavendish. 92. Cavendish, tout à fait. 2011. Torushoft, Torushoft, évidemment. Tom Bonnen. 2009. Tom Boonen, 2007. Ça va vite, les gars, ça me plaît hein, ce que vous proposez, les gars. Ludwig, Ludwig, alors, tout à fait, en 90. chaud. Freddy Mertens. Freddy Martens, évidemment, grand sprinter. Forestier, Jean Forestier. Ouais. Jean je Forestier. crois que c'est le premier en plus. Ah oui, d'accord, tu me fais remonter. ouais. Non, Forestier. Non. Forestier. Oh, Ça Ça démarre en 56, non 53 ça démarre. Ça démarre en 53 avec Fritz Schar. Et Après après, Ferdi Kubler le gagne, mais Ah, Jean Forestier, pardon. Yes. 1957, bien vu. Ce n'est pas le premier, ça m'a induit en erreur. Darrigade. André Darrigade, évidemment, 59-61. Faut pas regarder le chat. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ino, Ino, Il a dû le gagner, non Ino, il l'a gagné, ouais. Euh, 79. Grazic, je sais pas comment le prononcer. Grazic, plutôt dans le 58, 59, quelque chose comme ça. Grazic, Jean Grazic, 2 fois 58 et 60. Les gars, là, vous m'impressionnez. Hein. c'est joli, ça devient dur, ça devient dur. Van Poppel, je suis pas sûr qu'il ait eu. y a moyen, il y a moyen. Van Poppel, Je suis pas ouais, tout à Si, fait, ouais. en 87. Godefroth. Godefroth, Ah, j'espère qu'il je a. dirais quelle année Dans les années 70. Les années 70. Oh, j'hésite. Je voulais en dire un autre en plus. Oh non, je ne le vois pas. Ah, il y avait Van Looy. Il y avait Van Looy, Ah là là, 63. le con. Eh ben, Du Rudy Altig, du Ah si, Godefroth, Oh pardon. là là. ah non, je croyais que vous avez gagné. Désolé. Tu nous as cramé pour Van Looy et. Ouais, je suis désolé. Donc ça continue. Je suis désolé, ça par contre, continue. ça devient très. Alors, attends, moi Ah, mais les j'étais gars, plus vous- dans le match, je Ah, savourais ma victoire. J'étais aux années 60 en fait, c'est pour ça j'ai dit. Il y a Yann Janssen. Yann Janssen, tout à fait, 2 fois de suite, 64. Ah ouais, mais moi je voulais dire Van Looy et tu me l'as flingué. Ouais, du coup. Attends, je vais en trouver un autre. Oh, je sèche là. Dans les années 80. Kelly. On a oublié un de ce siècle actuel. C'est vrai. C'est 2011. Non, 2011, on n'a pas dit qui c'était. 2011, on l'a trouvé. Ah, on l'a. Ouais. 2009. Fréré. Oscar Freire, Ouais, 2008. joli, joli. J'en avais un en réserve, Freddy Martens. Freddy Martin, J'ai déjà dit. C'est vrai, ah merde. Ah là 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 Aïe, là, aïe, aïe. l'erreur, et c'est le point pour Robin. Ah là là. Ah, je me souviens bien. Il était très beau ce. Mathieu a été dit hein, dans le chat. Hein. Ouais, on l'avait dit, Mathieu. Je dois dire que j'ai été impressionné par la joute que vous venez de vous donner Ouais, on en a fait pas mal, hein. sur Ouais, le ouais. stream. Vraiment, félicitations. On a pas Mais dit, on comme loupait vous savez, même si Robin a beaucoup d'avance,
Tout se joue sur le qui suis-je. C'est parti, messieurs. Niveau 5. Soyez attentifs. On commence. Je suis né le 8 août 1972. 14 ans chez les professionnels pour 7 victoires, dont une étape du Giro, une étape sur le Critérium du Dauphiné et la victoire finale sur le Tour de l'Ain, entre autres. Ça ne vous dit rien? Non, Je pas Pour encore. l'instant, non. J'ai passé du temps dans la formation Domo Form Frit, puis Lotto Domo et enfin David Amon Lotto. J'ai fini ma carrière à la T-Mobile, là où je l'ai aussi commencé, Team Telecom à l'époque. Aujourd'hui, je vis avec ma femme, une ex-triathlète canadienne, chez elle, en Colombie-Britannique. Mon destin a toujours été lié au cyclisme. Tu vas vite là. Il y a beaucoup d'infos qui sortent. Non, je prends mon temps. En plus, je suis pressé, il est midi. Je n'ai d'ailleurs jamais quitté ce milieu puisque j'ai été manager d'équipe professionnelle. C'est toujours le cas pour une équipe Continental Pro actuellement. Je n'ai jamais été celui à qui on pensera tout de suite. Pourtant, j'ai été champion national et j'ai remporté une médaille de bronze au JO en 2004. J'ai vu passer de jeunes talents par l'équipe dont j'ai la charge depuis plusieurs années. Tyler Finney, George Bennett, Lawson Craddock ou Ressé Sergent. Je les ai formés notamment... Charles lorsque les- Vegelius. Non, je les ai formés notamment lorsque l'équipe s'appelait encore la Trek Livestrong et que cela était fait pour les mener vers la formation Radio Shack. Lance était en effet un très bon ami à moi. Ça, c'est un bel indice. Ouais, ça, normalement, c'est un bel indice. D'ailleurs, il dit que mon père est le plus grand coureur de tous les temps. Axel Merckx. Axel. Ah, bien joué. Ah là, j'étais dans Bah, les après, derniers indices. Hein. À la fin, là, c'est Ouais, pas ouais. facile. Bien hein. joué, bien joué. En même temps, là-dessus, personne ne le contredira. Mon père a le titre de baron en Belgique et son prénom a été dit. Je suis Axel Merckx. Bravo à Jean-Noël Cossil qui remporte ce quiz mérité, de manière méritée. Bon, Robin, C'est pas grave. est-ce que ce point, on le redonne à Bien moi ou pas? sûr, non, oui, on te Est-ce le que du coup, redonne. ça fait On 3 te le redonne, on te le redonne, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Jean-Noël. Avec plaisir. Grâce à toi, je fais illusion face à un Robin qui a fièrement défendu sa peau J'ai fait ce que je aujourd'hui pouvais. et qui n'a pas gagné. Tant pis pour lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La quotidienne du Tour de France continue tous les jours, évidemment. On sera rendez-vous demain à 11h, pareil. Joseph, il est revenu de ses Samedi vacances sera là. Samedi sera là. Samedi, c'est demain. Et Joseph sera là, du coup, il nous parlera de TJ Van Garderen. J'espère qu'il aura préparé son petit speech. Voilà, en tout cas, nous, on a passé une très bonne émission. Merci, Jean-Noël, d'être venu aujourd'hui. Avec Tu es le plaisir. bienvenu pour revenir sur ce Tour de France, évidemment. Ton expertise, notamment sur la légende de ce Tour de France, est toujours la bienvenue. Robin, je ne sais pas Moi, quoi je- dire, à part je que suis tu as toujours perdu sur le quiz et que je suis très content. Voilà, on va pas en dire plus. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain matin à 11h pour le prochain épisode de La Quotidienne. Merci beaucoup, les gars. À bientôt. Bisous. Salut. Bye. Salut.